Bonjour à tous, je vous propose de commencer. Donc on va aborder aujourd'hui ensemble un sujet complexe, un sujet polémique, qui prend beaucoup plus qu'une heure pour en faire le tour. Mais je vous propose qu'on se fixe l'objectif ensemble maintenant de tenir une heure. Pour cela, je vais avoir besoin de vous et de votre participation. Pour que l'on torde en fait le cou à ces vieilleries, à ces situations absurdes que l'on accepte tous. Pour cela, je vais vous demander, quand on détecte une vieillerie ou une de ces situations, de nous faire un bichette. Ça vous va? Alors, on va prendre un exemple. Il s'est mis du savon dans les yeux et ça pique. Ouais, il était pas mal. Un peu timide, mais pas mal. Bon, c'était le premier. Vous voulez en faire un petit deuxième? On va en faire un petit deuxième. Oh, et ça pique. Ah, il était bien, celui-là. Il était bien. Donc, cette conférence va être abordée en 4 parties. Partie 1, on va faire le tour, point sur la situation, pourquoi les roadmaps traditionnels ne fonctionnent pas. En 2, on va explorer des solutions pour avoir une roadmap qui crée de l'impact. En 3, je vous propose de voir étape par étape comment on met en œuvre ces fameuses roadmaps. Et en 4, on passera à l'action avec quelques techniques et des outils. Allez, avant de commencer, j'aimerais prendre un instant pour remercier ceux qui rendent cet événement possible. D'abord, un immense merci aux sponsors de cet événement, sans qui nous pourrions être là. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. J'aimerais aussi dire un grand bravo aux bénévoles et aux prestataires qui œuvrent dans l'ombre pour faire de cette journée un succès. Merci. Et j'aimerais aussi vous remercier d'être venu à une conférence, parce qu'une conférence sans spectateurs, c'est comme une roadmap sans vision, ça va pas bien loin, ça n'a aucun sens. Donc, applaudissez-vous, s'il vous plaît. Surtout, vous savez pas ce qui vous attend. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, analysons la situation. Pour se mettre un peu dans le bain, j'ai pris 3 phrases. Vous les avez peut-être déjà entendues. Je vais commencer par Anders du service commerce. Bon, j'ai dit à mon client que ça serait prêt pour la fin du mois. C'est bon? Bon, j'ai pas entendu. Damien, PDG d'une société de service, si tu me regardes, il va peut-être se reconnaître dans l'édition de logiciels. C'était prévu pour Q2. Pourquoi c'est pas fait? Martine du marketing, on peut avoir des dates précises pour la sortie de cette fonctionnalité parce que on a tout monté le mec et ça doit être pile. Ok, j'ai un chiffre qui va pas vous faire plaisir. 70% des entreprises qui ont lancé des nouvelles initiatives digitales n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs. C'est embêtant. Donc, parmi les points qui sont relevés dans cette étude, on retrouve les fonctionnalités livrées sont pas ou peu adoptées. C'est dommage, on a transpiré dessus, mais tout le monde s'en fout. Les utilisateurs sont insatisfaits par les bugs. Les promesses clients ne sont pas tenues. Les équipes sont frustrées et surtout, derrière tout ça, les fondateurs se disent « Mais qu'est-ce que fout mon équipe technique? Je ne sais pas ce qu'elle fait. » C'est affreux, ils vivent tout en retard. Et j'ai une question pour vous. Qui fait des roadmaps? Moi, j'en fais. Allez-y. Ok, il y a quand même du monde là qui fait des roadmaps. Alors, j'ai peut-être une mauvaise nouvelle pour vous. Elles ne servent probablement à rien si vous faites au moins l'une de ces erreurs. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Mathieu Alouche. Je suis coach expert chez Big Mentor et j'aide les décisionnaires, les managers, les entrepreneurs à construire des équipes et des processus durables et efficaces accessoires. Allez, je vous propose de voir les 6 erreurs que l'on a tous fait. Erreur numéro 1. Donc, votre roadmap ressemble à un inventaire sans fin de fonctionnalités et de trucs techniques bourrés de détails.
Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'était de comprendre en fait quels étaient les impacts. Donc, à chaque fois que je vais vous trouver une erreur, je vais vous donner les impacts. Donc, résultat, les équipes sont frustrées. Elles ont l'impression simplement cocher des cases dans une liste sans fin. Du coup, on commence à avoir de la démotivation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en plus, ça a des impacts sur la satisfaction utilisateur. La deuxième erreur, votre roadmap n'est pas objectivé. Donc, votre roadmap, en fait, manque d'objectifs. Il n'y a pas de clé de succès. Attention, cela vous amène droit dans le mur. Pour ça, j'ai décortiqué un peu les principales conséquences. Conséquence numéro 1, la détérioration de l'expérience client. Sans objectif axé sur le client et de clé de validation, en fait, on développe des fonctionnalités qui ne sont pas forcément attendues par les utilisateurs. On tombe à côté des attentes. Le résultat, c'est que on a une baisse de satisfaction, globalement, des clients déçus et surtout un vrai manque de différenciation par rapport à vos concurrents. Faut faire attention parce que la concurrence, elle vous atteindra pas. Ça a un impact sur la performance de votre entreprise. Une roadmap qui est en fait déconnectée des objectifs généraux, donc vont générer, d'abord gaspiller beaucoup de ressources, vous allez développer des choses qui servent à rien. Vos utilisateurs vont moins acheter votre produit, donc vous allez mettre en danger financièrement votre entreprise. Ça aussi, ça a un impact sur vos collaborateurs. Ça crée du désengagement. Quand vous avez toute la journée des utilisateurs qui se plaignent du produit, si les équipes n'ont pas des objectifs clairs, ni des indicateurs de succès, elles se démotivent. Et la conséquence la plus directe, malheureusement, c'est le turnover. Donc, si vous avez beaucoup de turnover, si vos équipes support sont en grande difficulté, très certainement, il doit y avoir quelque chose de ce côté-là à faire. Et malheureusement, ce désengagement de collaborateurs a un impact direct sur la satisfaction client, puisque vos collaborateurs ne savent pas où ils vont, donc ils ne savent pas quoi répondre à vos utilisateurs, et vous venez d'amorcer ce magnifique cercle infernal. Erreur numéro 3, peut-être la pire de toutes, la rigidité. Chaque fonctionnalité, est contrainte par la suivante, un peu comme des dominos. Donc, impossible de bouger quoi que ce soit sans péter toute la roadmap. Là aussi, vous avez des conséquences. Conséquence numéro 1, une pression constante et un stress élevé de vos collaborateurs. Il y a des jalons à tenir, donc on y va. Et c'est souvent au détriment de la qualité. Et puis, il y a une deuxième conséquence, c'est la perte de créativité et d'innovation. On n'a pas le temps. Pourquoi on ferait différemment? On va juste reproduire ce qu'on a fait avant. C'est passé. C'était pas crème, faut pas se le cacher. Mais c'est passé. La troisième conséquence, du coup, c'est le décalage avec les besoins réels des utilisateurs. Puisque de toute manière, vous avez prévu un plan, vous allez vous y tenir. Du coup, si vous êtes à côté, vous continuez à être à côté. Et plus vous avancez, plus cet écart grandit. La conséquence suivante, j'en ai déjà parlé, c'est la diminution de la motivation. On fait un produit qui ne plaît pas aux utilisateurs. Donc forcément, il crée de la démotivation. Et surtout, la plus grave des conséquences, c'est l'augmentation du risque d'erreur. Pourquoi? Parce que quand on a beaucoup de jalons, on essaie de tenir l'objectif et on va faire du quantitatif plutôt que du qualitatif. La rigidité est souvent mise en place aussi à cause des évaluations. Demandez tous à vos développeurs, à vos lead tech, à votre marketing, de faire des évaluations. Donc, à tous les rageux du no estimate, je suis désolé, on a besoin d'estimation, on a besoin de visibilité. Imaginez, vous prenez votre GPS et il vous dit « Yallah, on verra bien ». Ça ne vous viendrait pas à l'idée de ne pas avoir au moins une estimation de temps. Le vrai problème, ce n'est pas l'estimation, c'est ce que vous allez en faire. Donc, si vous faites des estimations et puis vous avez fait une belle roadmap bien rigide, là, vous avez mis les bons ingrédients pour tout foirer. L'erreur numéro 4, c'est le manque de vision. Donc, l'entreprise n'a pas posé de vision. Du coup, elle va avoir beaucoup de mal à prioriser ses sujets. C'est sans objectif. Tiens, on m'appelle. Excusez-moi. La conséquence directe
de ne pas avoir de vision, ça va être un décalage entre le produit et les objectifs de l'entreprise. Ça m'arrive souvent de trouver des produits qui sont en totale opposition avec la vision des fondateurs. C'est embêtant. La difficulté à prioriser donc des fonctionnalités, puis surtout, toujours pareil, l'épuisement des équipes. Le décalage avec la réalité. En fait, aucune fonctionnalité n'est testée parce que de toute manière, on n'a pas le temps. On a une roadmap à respecter. Qu'est-ce qu'on fait? On ne teste pas ou on teste peu. Une fois de plus, aujourd'hui, la flexibilité, c'est pas juste un terme à la mode, mais une exigence dans le monde technologique d'aujourd'hui. L'adaptabilité est obligatoire. Si vous ne connaissez pas le modèle sandwich, je vous incite à aller le voir. C'est une approche très intéressante. La plupart des entreprises qui ont la fameuse secret sauce utilisent cette approche-là. L'erreur numéro 6, c'est la fameuse boîte noire. Alors ici, on a une belle roadmap enfermée dans une boîte noire. Donc le résultat, c'est que les équipes se sentent déconnectées de la stratégie. Elles avancent sans voir la boussole, sans comprendre le but. Pourquoi on fait ça? Mystère, ou des boules de gomme. Donc l'impact, c'est manque de transparence, manque de cohésion. Chaque équipe, finalement, finit par se contenter d'exécuter sa part sans tenir compte de ce qui se passe à côté. Et à la limite, ça les intéresse peu. Donc, pour que chacun comprenne le pourquoi et le comment, il est important, en fait, d'enlever la boîte noire. Mais alors, c'est quoi la solution? Je voudrais vous citer une phrase de Melissa Perry. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Melissa Perry? Ouais, il y a quelques personnes. Allez voir, c'est une personne hyper intéressante sur ce sujet. Je vous ai traduit, je vais vous traduire la phrase et après je vais vous proposer de la documenter. J'ai vu des roadmaps irréalistes détruire des équipes et de bons produits à maintes reprises. De nombreux problèmes pourraient être résolus si nous cessions de considérer les roadmaps produits comme des diagrammes de Gantt plutôt que comme des guides de haut niveau. Mais la manière dont nous concevons traditionnellement les roadmaps empêche les équipes d'innover et de réussir. Donc, si vous ne connaissez pas Melissa, c'est une experte renommée en gestion de produits, particulièrement connue pour son livre « Escaping the Boot Trap ». Dans son travail, elle va critiquer souvent l'utilisation des roadmaps produits et la manière rigide dont elles sont construites ou utilisées. Donc, suite à cette conférence, je vous incite à aller prendre ce bouquin et il est plutôt une bonne traduction. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un diagramme de Gantt, je vous en ai mis un. Ça ressemble à ça. Est-ce qu'on a des amateurs de diagrammes de Gantt? Génial. C'est bien aussi le diagramme de Gantt, mais pas tout le temps. Laissez-moi vous montrer maintenant une bonne roadmap. C'est ça que vous attendez, hein. Alors, celle que je vais vous montrer, c'est une masterclass. Elle a fait ses preuves. C'est ce qu'on appelle un banger. Vous êtes prêts? Ah non, pardon, excusez-moi. Non, je déconne. Non, celle-là, la foirée, celle-là. Excusez-moi. Alors, une roadmap. Je vais rien inventer, j'ai pris la définition. C'est quoi une roadmap? Donc, une feuille de route en français. Hein. Donc, c'est un document qui présente la stratégie, les étapes clés et les objectifs à atteindre dans un certain laps de temps. Plus clairement, une roadmap, c'est quoi? On dit on y va, comment on y va et quand on y va. Pour que ça marche bien, le premier point, c'est peut-être d'avoir une organisation qui est orientée produit. Ça paraît bête, mais avoir la vision produit comme boussole stratégique, c'est sûrement le premier axe de réussite. Et pour ça, les entreprises qui réussissent, les organisations qui réussissent s'appuient sur 3 piliers fondamentaux. 1, le leadership fort qui porte la vision. 2, une culture d'alignement et d'autonomie. 3, une organisation orientée impact. Sans ces éléments, une roadmap n'est qu'une liste de tâches à faire.
et non un levier stratégique. Dans cette pyramide, je vous montre un processus de cascade descendant, donc, où la vision globale de l'entreprise guide la stratégie, qui ensuite influe sur la roadmap. Ce qui est important là, c'est que ce qu'on voit là, c'est que la vision, en fait, va, on pourrait dire, dégouliner un peu partout, voilà, va s'immiscer dans les équipes. Ce qui est important, c'est que la vision, en fait, La vision représente l'énoncé de la mission et des objectifs de l'entreprise. Beaucoup d'entreprises qui sont là depuis souvent longtemps font ça de manière habituelle, sans s'être posé cette question. Les nouvelles entreprises qui se créent cherchent à répondre à un besoin, mais elles ne se posent pas, en fait, la problématique de la vision. Donc, la vision, qui est dans cette pyramide complètement en haut, définit les bénéfices et la raison d'être de l'entreprise. C'est la source d'inspiration qui guide les décisions et la stratégie. La stratégie, c'est quoi? Eh bien, elle représente comment l'organisation prévoit de concrétiser sa vision. La stratégie, elle va se concentrer sur l'alignement de l'entreprise pour apporter une valeur ajoutée à ses clients, tout en maintenant un avantage concurrentiel. Elle doit tenir compte de ses objectifs financiers, commerciaux, tout en équilibrant en fait la valeur et les impératifs qui sont les siens. On a la vision, on a la stratégie, et après on fait une roadmap. Et la roadmap, elle se fait pas n'importe comment. L'idée, c'est que si on a une bonne stratégie, on a certainement des objectifs qu'on va appeler de haut niveau. Donc, je vous ai proposé de mettre en place des OKR. Il y a d'autres approches. On va voir un peu. Il y en a qui savent ce que c'est des OKR? Vous pouvez lever la main? Ouais, c'est cool. Mais je vais rappeler, vous inquiétez pas pour ceux qui savent, parce que c'est un OKR. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est avoir une stratégie, mettre en place des objectifs de haut niveau, construire sa roadmap et construire des objectifs basés sur des thèmes. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait ça. Les OKR, c'est une bonne boussole pour des résultats concrets. Alors, un bon OKR, c'est quoi? D'un côté, alors OKR, c'est objectif. Moi, je le traduis plutôt qu'objectif, c'est plutôt quelle est l'ambition attendue. Je préfère cette traduction-là. Elle indique donc la direction vers laquelle on souhaite aller, l'impact attendu. C'est plus sympa de se dire, ok, mais je vise quoi? Quel est l'impact que j'attends de mon produit? Et de l'autre côté, il faut s'appuyer sur des choses qui sont concrètes. Les fameux qui résultent, ce sont les indicateurs clés de résultats. Le but, c'est de définir factuellement quels sont les critères de réussite. À partir de quand on pense qu'on a réussi. Je vous ai mis un petit point rapide sur c'est quoi un bon OKR. D'abord, un OKR, il est orienté impact et n'aborde pas les moyens. Donc, le but, c'est de se concentrer sur le résultat final, pas sur la façon d'y arriver. Ce type d'OKR va pousser vos équipes à sortir de votre zone de confort. Va vous obliger à viser des cibles qui, a priori, pour vous, n'étaient pas atteignables. Et puis, pour que ça soit un bon OKR, l'idéal, c'est de le construire en mode collaboration, en mode collaboratif. Impliquer les gens qui sont dans le quotidien de votre produit, de votre service, de votre entreprise. Le but, c'est d'avoir une dynamique d'équipe, un OKR collaboratif. Donc, on va inciter les équipes à développer leur autonomie, leur réalisation et surtout, on va stimuler l'innovation. Alors, comment construire sa roadmap orientée objectif? Très clairement, il y a 3 points. Le premier point, ça va être de se concentrer sur les opportunités. Alors,
Qu'est-ce qu'une opportunité? Allez, on va faire un peu du collaboratif. Là. On va commencer par Anaïs. Ah, je connais ton prénom. Allez, une opportunité, selon toi, c'est quoi? Euh, ouais, quelque chose qui peut permettre d'avoir de bons résultats par la suite. Ok. Vous êtes d'accord? Quelque chose qui permet d'avoir des bons résultats. Je pense qu'en fait, il faut tordre le cou un peu à cette idée d'opportunité. Un problème est une opportunité. Un besoin est une opportunité. En fait, au départ, vous allez avoir des tonnes d'opportunités qu'il va falloir analyser et comprendre. Ces opportunités, elles peuvent arriver de plein d'endroits. Ça peut être des feedbacks des utilisateurs, ça peut être des évolutions marché, des évolutions technologiques. L'idée, en fait, c'est d'explorer tout ce qui pourrait rapporter une valeur supplémentaire dans l'entreprise. Le deuxième point, c'est la vision basée sur les bénéfices et la raison d'être. On a parlé de la vision de l'entreprise. Mais ensuite, il faut que les opportunités identifiées soient analysées à la lumière de la vision de l'entreprise. Il est hors de question d'aller sur un chemin où l'entreprise ne va pas. C'est pas parce que mes concurrents y vont que moi je vais y aller. Donc, il s'agit de se poser la question, c'est en quoi cette opportunité peut-elle renforcer la valeur de mon produit? Qu'est-ce qui se passe si je ne traite pas ce problème-là? Quelle est la conséquence pour mon entreprise? Le point 3, c'est les objectifs stratégiques. Donc, l'objectif maintenant, ça va être j'ai des opportunités, j'ai une vision. Quelle est ma stratégie pour y aller? Donc, il faut vraiment le faire dans cet ordre-là. Alors, étape 1, chassons les opportunités. Donc, dans la construction d'une roadmap flexible, l'objectif est de se concentrer d'abord sur les opportunités plutôt que sur les échéances fixes. Mon conseil, c'est centraliser toutes les opportunités dans un backlog dédié qu'on appelle un backlog d'opportunités. Impossible d'avoir une vision globale si on ne met pas tout à l'intérieur. Un backlog d'opportunités, ce n'est pas un backlog produit. Il y a le backlog produit et on a le backlog d'opportunités. Et une opportunité, au début, elle n'est pas très, très mature. Vous savez peu de choses dessus. Vous avez donc ce qu'on appelle un maximum d'incertitude. Je vous ai cité Steve Jobs. Le focus, ce n'est pas de dire oui à ce qui est important, c'est de dire non à 100 autres bonnes idées. Donc, l'étape 2, avant de faire l'étape 2, je vais vous parler des opportunités. Je vous ai fait une liste de 7 types d'opportunités. Donc, les opportunités liées à la satisfaction client. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? On va trouver toutes les améliorations, par exemple, liées à de l'expérience utilisateur. À la réduction de friction. Vous avez un processus, vous avez des interfaces, vous avez un mauvais ROI. Vous pouvez donc réduire la friction. Des opportunités de croissance. Donc là, ça va être, par exemple, l'expansion vers de nouveaux marchés. Ça va être, par exemple, aussi l'augmentation de la base d'utilisateurs. Ça va être, par exemple, de nouvelles intégrations avec des outils tiers. Ensuite, vous avez des opportunités de différenciation. Donc là, ça va être innover avec des fonctionnalités qui sont uniques, par exemple. Qu'est-ce qui va créer un avantage compétitif? Vous avez des opportunités d'optimisation interne. Elles sont souvent négligées, celles-ci. On les laisse sur le côté. Ça va être, par exemple, la réduction des coûts d'exploitation. Ça va être l'amélioration de la qualité et de la réduction du nombre de bugs si vous travaillez sur un produit logiciel. L'optimisation de vos processus de développement, de vos processus de support. Ça peut être aussi de la refonte technique qui va vous permettre de gagner de la performance. Vous avez des opportunités de conversion de revenus. Donc, par exemple, c'est améliorer un taux de conversion.
Vous avez des opportunités liées à la conformité et à la sécurité. Aujourd'hui, dans le monde actuel, il y a énormément d'opportunités. Le monde géopolitique est devenu fou. Il y a énormément d'opportunités de ce côté-là. La mise en conformité, la mise en sécurité, il y a plein de choses à faire. On va citer le RGPD, on va parler des données souveraines notamment. Et après, vous avez des opportunités de retour sur investissement. Donc, ce sont souvent des projets à fort potentiel qui vont vous permettre d'améliorer vraiment votre retour sur investissement. Ok, cette fois-ci, c'est vraiment l'étape 2. Donc, sur cette étape 2, on va sélectionner du coup les meilleures opportunités. Là, le but, c'est d'identifier celles qui ont le plus de valeur pour vous. Et c'est à ce moment-là, il ne faut pas faire de magie. Donc, je vous ai mis quelques frameworks un peu sympas, comme le doigt mouillé, hein. La méthode C64 aussi, pour ceux qui ne la connaissent pas. Là, on parle de technique, d'accord? Il y a des méthodes, il y a des frameworks, les inventez pas. Il y a énormément de choses intéressantes autour de ce sujet-là. Mon seul message, c'est prioriser, c'est choisir. Choisir, c'est renoncer. Enfin, presque, parce que c'est pas si évident que ça. Je crois qu'Anne vous l'a dit, mais appuyez-vous sur des faits. Je vois trop d'entreprises aujourd'hui qui vont à l'instinct, à l'intuition. Pour être vraiment efficace, votre stratégie produit doit s'appuyer sur des faits, donc des données quantitatives. Donc, par exemple, ce sont des chiffres concrets issus de vos analytics, si vous en avez, du comportement réel de vos utilisateurs. À partir de quand un utilisateur fait ce qu'on lui demande? À peu près jamais. Des insights qualitatifs. Donc là, ça va être plutôt issu des moments de vérité grâce à la captation terrain. Donc ça va être des entretiens, des observations. Sous-estimez pas l'observation. Je vois trop d'entretiens, d'études qui imposent des biais. Les gens vont vous dire oui, pas de problème, c'est bien votre produit, mais ils vont pas l'acheter. Et puis surtout des tendances technologiques. Les évolutions de marché vont vous ouvrir des opportunités ou au contraire vont tuer votre produit. Je vous propose de les classer en 6 critères de valeur. Qu'est-ce que ça va permettre? C'est que ça va vous permettre de visualiser peut-être l'ensemble de vos opportunités de manière différente, sous différents vues. Peut-être qu'on va le regarder d'un point de vue impact client, peut-être qu'on va le regarder d'un point de vue évaluation des risques, risques de sécurité, risques sanitaires. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une autre vision. J'aime bien les graphes en étoiles comme ça. Ça vous permet de regarder un peu quelle est votre couverture. Donc les impacts clients, c'est tous ceux qui améliorent directement l'expérience utilisateur ou qui représentent un besoin exprimé par l'utilisateur, par les clients. Quand on traite une opportunité d'impact client, ce qu'on va chercher à faire, c'est améliorer la satisfaction. Le deuxième critère, c'est la valeur économique. Chaque opportunité a un potentiel à générer des revenus ou au contraire, à en consommer. Peut se rajouter de la charge. Les critères de réduction des risques qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. L'amélioration des capacités, donc toutes celles qui visent à renforcer les capacités de vos équipes, de vos infrastructures. L'alignement stratégique. Vous avez plein d'opportunités, mais il y en a certaines qui vont vous faire quitter votre chemin. Est-ce qu'il faut la faire? Peut-être des fois, ça vaut le coup de faire un détour. Et ne pas mettre ça dans vos critères d'évaluation, c'est dommage. Et puis, le 6, c'est la partie faisabilité et ressources nécessaires. L'étape 3, j'ai pas mis grand-chose dessous, c'est donner un but à vos équipes. Si vous avez fixé la vision, si ensemble vous avez construit la stratégie, donnez-leur un but, laissez-les s'auto-organiser, apportez-leur les ressources nécessaires pour qu'ils puissent faire simplement leur travail. Donc l'étape 3, c'est celle qui sera la plus courte dans ma présentation, c'est la plus complexe à mettre en œuvre.
Allez, quelques techniques pour réussir. Donc, je vais vous proposer quelques techniques. Je ne vais pas toutes les détailler maintenant. Mais l'idée, c'est de vous apporter quelques outils et quelques premières idées de mise en œuvre. Le premier, bien sûr, ça va être les ateliers OKR. Donc, le but, c'est de pouvoir, en fait, avoir une vision partagée. Ça se manifeste souvent sous forme de brainstorming. Chaque objectif va être identifié et surtout, on va pouvoir les mesurer. Le but derrière tout ça, ça va être de valider d'abord la réussite de l'objectif que vous êtes fixé. Donc, ces ateliers OKR, c'est facile à mettre en place. Vous pouvez faire ça avec des outils dont je vous ai proposé, Mural, peu importe. Et le but après, c'est de les afficher. Donc, si vous avez la chance d'avoir beaucoup de murs, imprimez-les. Sinon, mettez-les sur votre board électronique. Logiquement, à l'issue de ça, tous les membres de l'équipe seront sur la même longueur d'onde. Vous allez créer de l'engagement et de la motivation. Et surtout, vous allez être en mesure de faire une priorisation efficace. J'aime pas trop safe. Je suis pas un partisan, mais il y a un truc qui est vachement bien, c'est le PI planning. Le programme incrément planning, c'est justement pour éviter que votre roadmap soit une boîte noire. Ce qu'il y a de sympa, c'est que c'est un rituel qui se fait en équipe, qui va vous permettre de partager des choses qui sont importantes pour vous. Donc les bénéfices, une fois de plus, vont être très rapides et immédiats. Donc tout le monde sait ce qui se passe et pourquoi. Du coup, la roadmap va devenir un vrai outil collaboratif. Le deuxième effet, c'est que vous allez pouvoir, en fait, à travers cette vision partagée, détecter les dépendances. Quand vous avez des gros projets avec plusieurs équipes, chacune travaille de son côté, même dans des petites entreprises, vous allez pouvoir mettre le doigt sur les dépendances, des choses que vous n'avez pas vues. Et puis, le dernier, c'est clairement l'engagement, la visibilité, puisque chaque équipe va pouvoir s'engager sur la voie, sur les choses qu'elle souhaite livrer et avoir un retour direct. Il y en a qui font du PI planning ici. Waouh! Bon, c'est cool. Vous voulez monter sur scène? Bon, ils veulent pas. Celui-là, j'avais pas prévu d'en parler, donc on pourra en parler si vous voulez. Je voulais vous parler de quelques techniques pour prioriser. Il y en a des dizaines et des dizaines, d'accord? Le but, c'est choisir celles qui vous sont adaptées. J'ai choisi le modèle de Kano, qui est l'une des plus anciennes, mais à la fois, malheureusement, l'une des moins utilisées. Alors, on va faire une petite stat pour savoir combien de personnes ici utilisent Kano. 1, 2, 3, 4, 5. Sur cette salle, vous avez 5 personnes qui utilisent Kano. On va prendre une personne au hasard. Pourquoi vous ne l'utilisez pas, Kano? Le vrai problème, c'est que les gens ne connaissent pas. C'est dommage. Donc, ce qu'il y a de super avec, c'est écrit là, je fais pas la pub, le modèle Kano est un outil puissant pour comprendre les attentes des utilisateurs au regard de la présence ou de la non-présence d'une fonction, d'une fonctionnalité ou d'une promesse. Comment ça marche? Donc, le but, vous avez fait votre superbe roadmap, d'accord, vous allez construire, et puis vous allez commencer à vous poser la question, mais qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On verra après comment on fait ça. Au départ, vous pourriez par exemple imaginer de lister tout un tas de fonctionnalités ou de finalités que vous imaginez pour votre produit. Le deuxième, c'est de faire un questionnaire très simple avec 2 questions. Quel est votre sentiment vis-à-vis de cette fonctionnalité si elle était présente?
Et la deuxième, c'est si elle n'était pas présente. Et tous les gens vont répondre de manière standardisée. Ça me plaît, je m'y attends, ça m'est égal, ça me contente, ça me déplaît. Et après, vous analysez simplement les résultats. Voici une petite matrice pour faire l'analyse des résultats. Donc, vous voyez d'un côté l'absence de la fonction, de l'autre côté la présence de la fonction. Tout ce qui est attractif va générer de l'excitant. Donc, non attendu, mais procure ce qu'on appelle une satisfaction s'il est présent ou si elle est présente. Ensuite, vous avez le fameux must be. Hein, donc, c'est une fonctionnalité de base attendue. Toute absence va en fait causer une forte insatisfaction. Typiquement, c'est la fonctionnalité que tout le monde a sur son téléphone. Un téléphone qui n'appelle pas, ça paraît bête. Il y en a qui ont essayé. Hein. Ils ont eu des problèmes. Ensuite, vous avez la notion de proportionnel. Donc, plus performant, plus satisfaisant. En fait, toute absence entraîne une insatisfaction au moins proportionnelle. Après, vous avez ce qu'on appelle tout le double tranchant. Donc, ça peut plaire à certains ou déplaire complètement à d'autres. On a tous cette fonctionnalité qui va, qu'on appelle ça, j'ai oublié cliver vos utilisateurs. Donc, vous pouvez même avoir des oppositions dans vos utilisateurs. On trouve beaucoup ça, par exemple, chez Tesla. Des choses qui sont très clivantes. Et après, vous avez toutes les réponses contradictoires, incohérentes, celles qui nécessitent une analyse plus approfondie. En gros, on va retrouver tout ce qui fait que les gens ont répondu n'importe quoi, parce qu'ils s'en foutaient, ils ont répondu un peu aléatoirement. Ou au contraire, c'est plus flou, il y a de l'incertitude, et il y a peut-être des choses à creuser. Je vous en propose une sur une appli qui s'appelle TripLink, qui est une appli presque fictive, où je vous montre les résultats qu'on avait obtenus. Et ça nous a permis, donc c'était une fonctionnalité de dépôt des photos pendant une prise de voyage. Donc je m'étais mis quelques notes, donc on a testé une fonctionnalité. Qu'est-ce qu'on s'était dit? L'objectif a été de déterminer l'impact de cette fonctionnalité sur la satisfaction des utilisateurs et d'identifier si elles sont perçues comme une valeur ajoutée ou si elles laissaient indépendant. Voilà. Donc, pour 23%, la fonctionnalité a été perçue comme attrayante et ceux qui la considéraient comme obligatoire, 16%, sur un total. Voilà. Soit 39% des utilisateurs qui y voient une véritable valeur ajoutée. Donc, autant dire que celle-ci, en l'occurrence, on l'avait développée. On avait seulement 11% de double tranchant et 10% de contradictoire. Donc, on est dans des chiffres, on va dire, assez cohérents. Donc, très clairement, vous pouvez savoir sur une fonctionnalité comme ça, assez rapidement, si on vous a dit du bullshit ou pas. Parce que le vrai problème, c'est quand vous demandez à un utilisateur ce qu'il veut, il va vous faire une liste sans fin. Le deuxième, qui est hyper connu, qui s'appelle le framework Price, qui a été développé, mis au point par une société Intercom il y a très longtemps. Je crois que d'ailleurs, on peut toujours télécharger le fameux fichier Excel qui vous permet de faire ce calcul-là. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le framework Price? Qui l'utilise? D'accord. Qui fait des évaluations d'opportunités? Monsieur Gantz. Ok, on a du boulot. Donc, Rice, c'est quoi? Donc, c'est un petit framework extrêmement simple qui a un acronyme de 4 clés de critères. Donc, on va retrouver donc le reach, quelle est la portée de la fonctionnalité que je veux mettre en place, quel est l'impact de la fonctionnalité, quel est mon niveau de confiance vis-à-vis des chiffres que j'annonce et surtout l'effort que j'ai à produire pour y aller. Donc Rice, c'est quoi? C'est une simple formule qui consiste à multiplier donc le reach, l'impact, la confiance et le diviser par l'effort.
les supports seront disponibles, bien sûr. Je vous donne, je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, vous avez ici de quoi calculer ça. Ok, on va parler un petit peu roadmap maintenant, parce que vous êtes venus pour ça. Donc là, c'est une roadmap traditionnelle avec le fameux Q1, Q2. Donc ça, c'est bon, ça vous parle, ça? Ouais, j'ai pas entendu, là. Ouais, elle est pas bien, celle-là, hein. Ok. Bon, globalement, on a quoi? Une frise chronologique, on a des dates, quelques séquences temporelles, et puis en gros, ça s'arrête là. Moi, je vais vous proposer quelques alternatives intéressantes. La première, c'est celle-ci, la Go Product Roadmap. Donc, on va retrouver quoi? Toujours Q1, Q2, Q3. Certains aiment bien avoir un peu de visibilité un peu loin. Le premier point positif, c'est que là, on va retrouver clairement un objectif. On va retrouver une métrique. Donc, quelles sont les fonctionnalités clés et la métrique pour la valider? Donc ça, c'est un premier point, c'est pas mal. Mais je pense qu'il y a mieux. Vous avez celle-ci de Roman Pichler. Si vous avez un peu de temps, allez lire. Il a une littérature juste dinguissime sur son site. Donc là, on va avoir toujours pareil la notion, le nom de la release avec un nom de code. D'accord? Chaque release a un objectif, une vision. Elle s'inscrit dans la stratégie. Quels sont les objectifs? Quels sont les outcomes que vous attendez? Quelles sont les fonctionnalités plutôt de haut niveau? Pas forcément dans le détail. Et puis surtout, en bas, toute la partie métrique. L'intérêt de ça, c'est que visuellement, vous le laissez afficher, tout le monde le voit. Une que j'aime bien aussi, qui m'a été proposée, je crois que c'est par Anne, justement, qui est la roadmap NNL. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est la roadmap NNL? Ah, génial. Qui l'utilise? Ouais, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup la roadmap NNL. On peut la mettre hyper simplement. Alors, c'est quoi? NNL, c'est Now, Next et Later. Pardon. Donc là, c'est une approche visuelle. Et dans celle-ci, on va retrouver, OK, les humans, donc c'est qui mes cibles? À côté, c'est de quoi ils ont besoin. Et qu'est-ce qu'on va faire pour eux, pour ce besoin-là? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire après? Qu'est-ce qu'on fera plus tard? Et les équipes ont la possibilité, à tout moment, de pouvoir prendre ce qui est dans le next et le mettre dans le now. Donc, c'est une roadmap très simple, très visuelle, et qui permet, en fait, d'avoir toujours à jour. Celle-ci, elle décale jamais, hein. Regardez bien, il n'y a pas... Ouais, on est d'accord? La seule difficulté, c'est le now, c'est définir combien ensemble. On est bien d'accord? Le next, c'est définir combien ensemble. Et le later, c'est définir combien ensemble. C'est la seule difficulté, Pierre. Allez, je vous en propose une un peu plus solide, celle-ci. Donc là, c'est une roadmap produit axée sur les problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver en haut? La stratégie, les fameux thèmes. Donc, on a un objectif principal qu'on va redécouper en thèmes. Au moment de la découpe, on va pouvoir se fixer les OKR. Et là, c'est pareil, on va trouver Q1, Q2, Q3, etc. Ce qui va être intéressant, c'est ici d'avoir un backlog de discovery ou un backlog d'opportunités. Appelez-le comme vous voulez. D'accord? Si vous avez une opportunité, il faut faire de la discovery pour l'affiner. Une opportunité ne va vraiment se concrétiser que quand on a atteint un certain niveau de maturité. Donc là, c'est pareil. On va trouver le backlog discovery, on va trouver les problèmes que l'on adresse, quelles sont les hypothèses de marché. Donc, on va retrouver tout ça. Et enfin, vous allez trouver votre backlog de delivery. Donc là, c'est pareil. Oui. Je suis ici spécifiquement, par exemple, par rapport au 1, 2, 3 comme... Ah, pardon. Ouais, c'était comment on distingue ce qui répond à l'OKR 3 dans l'ensemble du visuel, là. Donc, très clairement, on est sur une roadmap plutôt visuelle. Il y a plein de solutions. Donc, vous pouvez tirer des lignes. Si vous faites, par exemple, sur un mural, il peut y avoir des lignes de dépendance. Ça, c'est la première chose. Certains optent pour tout simplement des stickers de couleurs, des petits post-it. Le but, c'est que si vous avez plus que les couleurs de l'arc-en-ciel, très certainement, vous allez fixer trop d'OKR. Je vous le dis aussi.
Enfin, trop d'OKR tue l'OKR. Il a trop d'OKR. Ouais, c'était pas mal. Ok. Ma dernière réflexion, qui est votre roadmap ne sert probablement à rien si elle n'est pas globale. Je vous le redis, dans votre backlog d'opportunités, vous devez mettre toutes les opportunités. Petite phrase un peu sympa, les meilleures équipes produits se concentrent sur les résultats, pas sur les fonctionnalités. Si vous ne connaissez pas la personne qui a dit ceci, je vous conseille d'aller lire ces bouquins, ils sont juste merveilleux. Et à ce sujet-là, je vous propose de suivre 5 personnes. Donc, Marty Kagan, Melissa Perry, Roman Pichler, et puis 2 Françaises que vous connaissez peut-être, Rachel Dubois et Anne. Vous la connaissez, Anne ? Très honnêtement, leur travail est juste exceptionnel. Je vous invite à les lire. Elles publient très régulièrement. Notamment, en ce moment, Rachel se concentre sur le modèle POM. Vous avez déjà entendu parler du modèle POM ? Ah, c'est bien, il y en a quelques-uns. C'est un modèle d'organisation orienté produit. C'est-à-dire que toute l'entreprise est organisée, structurée autour de son produit. Pour terminer, je vais vous parler des quelques produits que j'adore et qui me permettent de réaliser ces merveilleuses roadmaps. Le premier, c'est Jira Product Discovery, qui est un produit Jira sans être un produit Jira. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une équipe complètement indépendante qui parle en anglais, qui travaille en France. C'est assez marrant d'ailleurs. J'adore ce produit parce que d'abord, je crois que c'est l'un des rares à avoir une vraie roadmap NNL disponible nativement sans la configurer. Voilà. Le deuxième truc qui est vraiment hyper cool et hyper classe, c'est que vos opportunités, ils appellent ça des idées, vous pouvez toutes les travailler avec les métriques qui vous semblent les plus pertinentes. Donc, si vous aimez du RICE, vous mettez du RICE. Si vous mettez un autre framework, WTF par exemple, ou d'autres, vous pouvez le mettre et vous pouvez le paramétrer. Un truc qui est super sympa, c'est l'objectif. Voilà, vous pouvez en fait décrire vos objectifs, avoir des métriques associées à vos objectifs. Donc, par exemple, vous pouvez y associer vos OKR et vous allez pouvoir avoir quels sont ceux qui vous amènent le plus de bénéfices. Quels sont ceux qui vont vous diminuer le risque. Souvenez-vous, je vous ai proposé 6 axes de valeur. Vous pouvez les implémenter dedans et regarder sous chacun des angles. Un autre produit que j'utilise, c'est A. Est-ce qu'il y en a qui connaissent A? Non, vous ne connaissez pas A. Ce que j'adore dans ce produit-là, c'est que, au-delà du fait qu'il fait très bien RICE, on part du recueil des feedbacks de la communauté et on va jusqu'à l'implémentation du produit. La démarche est vraiment hyper sympa. Je vais m'arrêter là, je vais prendre des questions. Si à la fin des questions, si vous avez un peu de temps, je vous inviterai à évaluer cette conférence au travers de l'outil Rôti Express. Est-ce que vous connaissez Rôti Express ? Qui fait du rôti ici ? Il y en a qui font pas du rôti ? Pourquoi ? Qui c'est qui fait pas du rôti ? Tout le monde devrait faire du rôti. Pourquoi ? Alors c'est bon le dimanche, mais pourquoi on devrait tous faire du rôti ? Parce que c'est simple. Donc à tous ceux qui font pas du rôti, qu'est-ce qu'on leur dit ? Ok, je prends les questions. C'est quoi le rôti ? Donc le rôti, en fait, c'est le retour sur investissement du temps que vous avez engagé. Le principe, c'est de noter sur 5. Le premier, c'est franchement, j'aurais mieux fait de faire piscine et le temps que j'ai engagé n'était pas intéressant. Et 5, au contraire, ça valait bien plus que le temps que j'ai engagé. Et l'idée, c'est de manière assez spontanée de demander aux gens combien ils mettraient.
Et surtout, si par exemple, ils vous mettent 1, 2 ou 3, leur poser la simple question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour passer à 4 ? Ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour passer à 5 ? En fait, ça évite d'avoir juste des chiffres de considération. Voilà, négatifs, parce que ce jour-là, j'ai un peu tout sauté ou trembloté. Ok, est-ce que personne n'a de questions ? Si. Alors, attendez, je crois qu'on a un super micro. Le Jira Discovery Project, Ouais. c'est une licence particulière. C'est pas pareil. Nous, on a Jira Dev, par exemple, c'est pas le même. Malheureusement, ce n'est pas... C'est pas juste un module. Non, ce n'est pas du tout un module, ouais. Bon. Ouais, et malheureusement, ça change vraiment la vie. C'est-à-dire que ceux qui arrivent de Jira, qui passent là-dessus, donc il y en a qui le vivent bien et d'autres qui le vivent très mal. Voilà. Et les deux sont compatibles. Les deux sont compatibles, c'est-à-dire qu'en fait, on peut les interconnecter, je confirme. Sauvé. Le mode de licensing, je l'ai pas en tête. Par rapport à la présentation qu'on a eue, est-ce qu'on peut remplacer le mot produit par le mot service et tout se passe bien ? En fait, un produit est un service est un produit. Il est clair que si vous concevez vos services comme un produit, très certainement, vous serez dans une démarche long-termiste. Avant, pendant et après. J'ai répondu ou... Oui. Oui, il y a pas de souci, on peut utiliser les termes. Je crois qu'il y avait une autre question par là. Alors, je ne sais pas si j'ai manqué, mais dans la construction de la roadmap, il me semble qu'on n'a pas parlé des parties prenantes qui est invitée dans la construction de la roadmap, en fait, dans l'idéal. Alors, c'est exact. J'ai pas abordé plein de sujets parce que, 1 heure. C'est une vraie question. Alors, d'abord, tout dépend de la taille de l'entreprise. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu de contexte pour qu'on puisse appuyer ça? Sinon, je vais dire, ça dépend. Attends, on va prendre le... Du coup, imaginons une tribu avec RT, Bio et la squad et les squads de la tribu. D'accord. Une tribu, une squad. On a un produit. On a des produits. On a même des produits, d'accord. Voilà, on va complexifier un peu. Voilà. Ok. Donc, la construction de la roadmap, elle se fait en plusieurs étapes. D'accord. Il y a d'abord la vision. D'après vous, quelles sont les meilleures personnes pour définir la vision d'une entreprise? On va le faire en interactif. Hein. Tu peux lui laisser peut-être le micro. Ah là, je reçois qu'il faut de questions. Donc là, du coup, la vision, on a vu tout à l'heure, c'est au niveau de l'entreprise. Oui. Déjà. La vision, elle doit ruisseler dans l'ensemble de toutes les équipes. Elle doit être comprise, d'accord? On ne peut pas faire un produit si on ne comprend pas où la direction où l'entreprise va. Et sinon, on a la vision au niveau du PO également. Et une vision stratégique au niveau du bio. Alors, est-ce que vous avez compris sa réponse? On a différentes visions. Donc, on a une vision stratégique et une vision produit. Donc, qui est l'un, c'est au niveau du business owner et l'autre du product owner. Ouais, c'est ça. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on a toujours tendance à créer beaucoup de silos en disant j'ai la vision des gens qui gèrent le business, j'ai la vision des gens qui servent le produit. Moi, je défends les utilisateurs. Mais oui, mais moi, je défends les intérêts de l'entreprise. Voilà. Donc, je pense que à ce niveau-là, tu as répondu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a nécessité à éviter le maximum de parties prenantes pour prendre les bonnes décisions. Ce qui est important pour prendre ça, c'est qu'on peut s'appuyer aussi sur les opportunités qu'il y a en cours. Les opportunités, ça peut être les risques. Certaines personnes vont se sentir concernées par la gestion de certains types de risques, y compris jusqu'au plus bas des échelons. D'accord ? En quoi un développeur serait moins pertinent, par exemple, pour répondre à certains sujets. D'accord ? Il est au cœur de la technique. Il sait ce qui se fait la plupart du temps sur ces sujets-là. De la même manière qu'aujourd'hui, la plupart des PO ont une excellente vue métier de ce qui se pratique, souvent même supérieure à certains des utilisateurs.
Donc, il est évident, pour moi, je vais répondre du coup, ça dépend. Mais pour prendre la décision, c'est relativement simple. Il suffit de s'appuyer sur l'ensemble des opportunités, des objectifs à atteindre et regarder ouvertement qui est en mesure ou qui a envie d'y répondre. Essayez ça, ça marche pas mal. J'ai des entreprises, par exemple, qui font des forums ouverts sur ces problématiques-là. Je posais ma question parce que, par expérience, ce que j'ai pu remarquer, c'est plus on implique en fait les collaborateurs, donc les développeurs, dans la construction de la roadmap. Donc, en amont, par exemple, de PI planning, etc., par exemple, synchro. Donc, plus on implique les collaborateurs, mieux on a un meilleur engagement, en fait, dans la réalisation de la roadmap. Donc, impliquez-les mêmes dans la vision. Oui. C'est ce que j'essaie de vous dire. C'est ça. Quelle que soit la taille de l'entreprise, invitez-les dans la construction de la vision. Au moment où vous allez construire ensemble la stratégie, ils comprendront d'autant mieux la vision. Voilà. Ça m'arrive souvent d'arriver dans des entreprises où je leur dis tu fais quoi, tu travailles dans quelle entreprise? Et je leur dis explique-moi ce que fait l'entreprise factuellement. Donc on s'arrête voilà, de manière assez généraliste. Et je lui dis, mais quelle est la vision de cette entreprise-là? Comment elle se voit à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans? C'est là. Donc, une dernière question? Non, c'est bon. Je vous remercie. Merci d'avance pour votre retour sur le rôti. Voilà. Merci.